Bonjour à toutes et à tous, ici la Rite Moderne. Suite à ma vidéo sur le spectacle de Norman, j'ai gagné beaucoup de vues et beaucoup de nouveaux abonnés. Ainsi, j'ai décidé de gâcher mon ascension en parlant de trucs japonais pour geeks dont tout le monde se fout. Grande tradition sur ma chaîne, pour les nouveaux venus, bonjour. On va revenir à nos premiers amours, à savoir les jeux vidéo, les animés et les mangas. J'ai vu des gens faire des liens entre les jeux Mario et Zelda. Normal, ils sont issus du même game designer. J'ai vu des gens faire des liens entre Dragon Ball et Dragon Quest. Normal, les personnages sont dessinés par le même artiste. Mais savez-vous qu'il existe un lien secret entre Mario et Sangoku de Dragon Ball ? Quel point commun lie ces deux personnages iconiques de la culture populaire? Et est-ce que vous en avez quelque chose à foutre au moins? Hein? Je sais que pas mal de fans de manga aiment aussi les jeux vidéo et vice versa. Ainsi, je vous invite à découvrir la nature de ce secret après le jingle. Bonjour à toutes et à tous, ici la Rite Moderne et je vous présente les carnets de l'apothicaire chez Kiyun. Sais-tu ce qu'est un apothicaire? Pour faire simple, c'est l'équivalent des temps anciens d'un pharmacien. Sauf qu'au lieu de te refourguer des Doliprane, il fabriquait ses propres remèdes avec des plantes, du venin, des trucs trouvés par terre, dégueulasse quoi. Il faut avoir un petit côté savant fou pour ce métier, comme l'héroïne de notre manga. Dans la Chine ancienne, Mao Mao, petite apothicaire de 17 ans, a été enlevée et vendue en tant que servante dans la cour intérieure du palais de l'empereur. Repérée par Jinshi, un haut fonctionnaire aussi beau gosse que calculateur, elle devient rapidement la dame de chambre d'une des concubines de l'empereur après l'avoir protégée ainsi que son bébé d'un empoisonnement. Maintenant, ses connaissances médicales serviront à protéger son entourage contre les manigances, les complots, les coups bas et les coups de blues qui pourrissent la vie des femmes et des serviteurs enfermés dans cette prison dorée qui est la cour impériale. On suit une héroïne super sympathique, aussi intelligente que curieuse et stoïque. Elle montre bien que le savoir est une arme puissante, même dans un milieu où la beauté superficielle domine. Ce qui n'est pas superficiel par contre, c'est la beauté de ce manga, un dessin délicat, propre et agréable. Si tu aimes les drames comiques historiques, la médecine, les mystères et les héroïnes modestes mais cool, prends soin de toi et lis ce manga. Petit avant-propos, cette vidéo est le résultat de pas mal de recherches ainsi que de connaissances personnelles, mais j'ai aussi été beaucoup aidé par ce livre, L'histoire de Mario volume 1, par William Oduro aux éditions Pix & Love. Un super livre très complet et recherché que je conseille à tous les fans du plombier. Et non, c'est pas un sponsor, je peux pas en mettre deux d'affilée comme ça, non, j'aime juste vraiment bien ce livre, conseil personnel. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'univers graphique de Mario est essentiellement basé sur les cartoons et les contes de fées. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, était un grand fan de manga et dessins animés, au point qu'il voulait à la base devenir un mangaka avant de devenir un game designer. Et son mentor, le regretté Gunpei Yokoi, un des hommes clés derrière les premiers succès de Nintendo et la conception de la Game Boy, était aussi très amateur de cartoons. Ça se voyait d'ailleurs dans ses Game & Watch, ces jeux à cristaux liquides de sa conception, montrant des dessins rondouillards, des héros à gros nez et des situations comiques extravagantes. L'anecdote est connue, mais à la base, Donkey Kong, le premier jeu qui marqua l'apparition de Mario, devait être un jeu Popeye. Ou Popeye, en anglais, Popeye. Je vais dire Popeye, je suis plus habitué à ça. Pour les plus jeunes, Popeye, c'est une célèbre bande dessinée américaine du début du XXe siècle qui est devenue un célèbre cartoon très populaire dans les années 30 à 50 avec un marin intrépide, le dénommé Popeye justement, capable de devenir hyper fort en mangeant des épinards. Il est souvent accompagné de sa fiancée, Olive, et se bagarre souvent avec son rival, le méchant Brutus. On voit donc les correspondances, Mario est l'équivalent de Popeye, Olive l'équivalent de Pauline, et Donkey Kong l'équivalent de Brutus. Et peut-être aussi que les marteaux qui rendent invincibles dans le jeu étaient à la base des boîtes d'épinards, je ne sais pas, je ne fais que spéculer, ne me citez pas là-dessus. Merci. Même le principe du jeu est basé sur le cartoon A Dream Walking de 1934, où Popeye doit secourir une Olive somnambule en escaladant un bâtiment en construction avec ses échelles, échafauds et poutres métalliques.
Mélangez tout ça avec l'évidence d'un scénario à la King Kong réunissant building, kidnapping et gros gorille, et ça donne une formule gagnante. Et là, vous allez me dire... Hermite, putain, tu devais nous parler du rapport avec Dragon Ball et Super Mario et maintenant tu nous parles d'un cartoon de l'âge de pierre avec un marin vegan à menton en forme de cul. Après, s'il te plaît. De plus en plus spécifiques ces commentaires. Bon alors déjà, tu respectes Popeye, hein, d'accord? Il est au moins estière dans la tier list des plus puissants héros de manga. Il peut survivre au vide spatial, il a foutu un cocard au soleil et il mange des flingues. Est-ce que Goku il mange des flingues? Eh ben non. Alors tais-toi. Ensuite, ce que j'essaye de dire, c'est que les créateurs derrière Mario, en particulier Miyamoto, sont directement ou indirectement influencés par leur goût et leur passion dès qu'il s'agit de créer des univers graphiques ou des principes de jeu. Et il s'avère qu'il y a en effet une référence commune entre l'imaginaire de Miyamoto et celui d'un certain Akira Toriyama. Généralement, la philosophie de Nintendo en termes de game design, c'est de d'abord penser aux fonctionnalités du jeu avant d'y appliquer la forme. Genre Splatoon par exemple. À la base, il y avait un prototype de jeu de tir dont le principe était de tirer de l'encre sur le sol. Puis c'est plus tard qu'il a été décidé que le truc le plus logique à associer à ce gameplay, c'était des calamars mutants. Ouais, parce que calamar, encre, tu vois, il y a une correspondance logique. Pour Mario, c'est pareil. D'abord, les développeurs décident quelles actions ou mécanismes cool ils veulent voir dans le jeu, et ensuite, ils voient quelle imagerie à associer est la plus appropriée. On veut un personnage capable de changer de taille selon son niveau de santé. Cool. Mais maintenant, on justifie ça comment ? Pourquoi pas un champignon magique qui fait grandir, genre comme les contes de fées ou Alice au pays des merveilles. Ça fait féerique les champignons, ça donne l'impression qu'on court à travers un monde merveilleux et fantastique où tout est possible. Mais un autre mécanisme qui devait être implanté dans le jeu, c'est donner à Mario le pouvoir de voler. Malheureusement, pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. Alors à la place, les développeurs ont choisi le deuxième meilleur truc, marcher sur l'air. Ok, d'accord, cool, admettons. Mais comment on justifie ça ? Eh bien, pourquoi ne pas dire que Mario est capable de poser pied sur les nuages comme un certain Sangoku? Non, pas celui-là. Voilà, celui-là, oui, lui aussi c'est Sangoku. Mais c'est la version des années 60 issue du film Seiyuki, connu en France sous le nom d'Alakazam le Petit Hercule. Titre qui me rend très perplexe, et je refuse de l'utiliser, donc je vais continuer de l'appeler Seiyuki. Merci beaucoup. À la base, Seiyuki, ou Le Voyage en Occident, est un célèbre roman chinois du XVIe siècle, qui constitue une des œuvres littéraires épiques les plus influentes de l'histoire de l'Asie, de la même façon que l'Odyssée d'Ulysse ou les 12 travaux d'Hercule en Europe. Évidemment, cette histoire a marqué la vie d'énormément de Japonais, dont Miyamoto, c'est pourquoi dans ce contexte, je vais utiliser la traduction japonaise pour nommer les personnages. Ça parle de l'histoire d'un moine, Sanzo, qui doit entreprendre un long voyage vers l'Inde pour obtenir des sutras bouddhistes avec l'aide de 3 gardes du corps, un monstre cochon transformiste nommé Choakai, un démon bonze des sables nommé Shagojo, et un puissant roi singe nommé Sangoku. Ensemble, ils affrontent de nombreux monstres, dont le terrible roi démon taureau, Gyumao. Donc, si vous êtes attentif, vous avez déjà compris le parallèle avec Dragon Ball, qui était déjà à la base une parodie du Seiyuki. À la place d'un roi singe, on a un enfant singe nommé Sangoku, à la place du moine Sanzo, on a Bulma qui lance une quête pour des Dragon Ball au lieu de sutras bouddhistes, à la place de Akai, on a un cochon magique nommé Oolong, et à la place du bonze des sables Gojo, on a le bandit des sables Yamcha. Quant à Gyumao, ouais... Je vois les cornes de taureau, mais je vois moins le côté roi démon. Tu vas me dire, c'était ça la blague. Et du coup, comme son homonyme de Dragon Ball, le Sangoku que Miyamoto a connu dans le film Seiyuki de 1960 avait aussi le pouvoir de se mouvoir dans les airs grâce à son nuage magique Kinto-Un. Bien plus tard, dans Super Mario World, Mario pourra vraiment faire comme Goku et voler sur un nuage volé à un Lakitu. Bien fait pour leur gueule, ces bestioles sont pénibles. Oh, le nulos, le nulos. Mais en 1985, marcher sur les nuages dans Super Mario Bros suffira. Et s'il tient sur un nuage, ça veut donc dire que Mario a le cœur pur, ce qui est bon à savoir. Mais ça veut dire aussi que supposément Lakitu a aussi le cœur pur, mais ça je refuse de le croire. Mais ce n'est pas le seul lien, car Bowser, ou Koopa de son nom japonais, est directement inspiré par Gyumao, le roi taureau démoniaque. On voit comment le design du film Seiyuki a inspiré le jeune Miyamoto, mais maintenant qu'on sait qu'il était pensé comme un démon taureau avant d'être un dragon tortue, on comprend mieux aussi l'apparence d'horribles monstres cornus du sprite dans le jeu. Mais son nom d'origine, Koopa, d'où ça vient? Une autre référence mythologique peut-être? Non.
Non, ça vient d'un plat coréen, le gukbap. Miyamoto et ses amis pensaient que c'était un genre de barbecue coréen, un peu comme le galbi. Idéal pour donner un côté carnivore féroce, un grand méchant monstre. Mais en fait, c'est une soupe de riz. Voilà. Tout de suite, c'est moins badass, ouais. Ça veut dire que dans une réalité alternative, on serait tous en train de jouer à Super Mario 3D World plus Bibimbap Fury. Ou alors à Mario et Luigi voyagent au centre du kimchi. Et je veux vivre dans ce monde. Je regrette. J'aimerais que ça existe. Et c'est là qu'on se dit que le monde est petit, parce que ce fameux film Sayuki qui inspira Miyamoto a été produit par un studio de très grande renommée qui ensuite animera les aventures d'un autre Son Goku. Oui, c'était déjà la Toei Animation, plus de 20 ans avant Dragon Ball. Spécialiste en animation de Goku depuis 1960. D'ailleurs, si vous pouvez voir Sayuki, je vous conseille d'essayer. Pendant que Disney faisait à l'époque les 101 Dalmatiens ou Merlin l'Enchanteur, la Toei cherchait clairement à faire bonne concurrence dans le marché des films d'animation de luxe basés sur des histoires féeriques. Mais si je vous disais qu'en plus de tracer un lien entre Mario, Dragon Ball et la Toei, je peux aussi tracer un lien avec Ghibli. Hein? Tu me crois pas? Eh ben regarde ça. Le hasard faisant bien les choses, alors que Miyamoto était inspiré par un dessin animé de la Toei pour concevoir le monde de Mario, c'est un ancien animateur de ce studio réputé qui rejoindra Nintendo pour cimenter le look définitif du plombier et ses amis. Il s'agit de Yoichi Kotabe, un animateur légendaire particulièrement excellent quand il faut faire bouger des personnages et animaux mignons, et qui travailla sur d'énormes projets. Non seulement le film Sayuki, le Chapeauté et les joyeux pirates de l'île au trésor, mais aussi Horus, le fils du soleil, Panda, petit panda, Heidi, la petite fille des Alpes, et Nausicaa, la vallée du vent. Oui, vous avez compris, Yoichi Kotabe était un proche collaborateur de Isao Takahata et Hayao Miyazaki, les célèbres réalisateurs qui fonderont ensemble le vénéré studio Ghibli en 1985, la même année où Kotabe s'est engagé chez Nintendo, même année de sortie de Super Mario Bros. C'est lui qui a porté les designs définitifs tels qu'on les connaît de Mario, Luigi, Bowser, Peach, Yoshi et toute la famille. Il est derrière la jaquette de Super Mario Bros 3, les illustrations de Super Mario Kart, Super Mario World, la trilogie Mario Land et bien d'autres encore. Il a même fait de la supervision artistique pour la franchise Pokémon, ainsi que superviseur d'animation pour Pokémon le film 3 et la série Pokémon XY. C'est même lui qui a fait les artworks qu'on peut voir dans Super Mario 3D Land et 3D World. C'est un artiste extrêmement fascinant qui a beaucoup contribué à notre enfance et au rayonnement de la culture populaire japonaise en Occident. Je vous conseille de vous intéresser à sa carrière et aux œuvres sur lesquelles il a travaillé. Mario, Son Goku, Heidi, Ghibli, tellement de liens qui se tissent pour former une grande tapisserie de rêves, d'aventures et de couleurs. Il y a quelque chose de particulièrement agréable et captivant de constater que beaucoup de choses qu'on aime le plus dans la vie entretenaient depuis le début d'étroites relations, que ce soit des artistes récurrents ou des influences mutuelles. Faites l'essai chez vous, peut-être que vous constaterez que vos œuvres préférées ont aussi des bases culturelles ou des artistes en commun. Le monde de la culture populaire est vaste, mais vous aurez toujours quelques repères pour savoir vers quelles œuvres vous dirigez. Pour mieux les voir, il suffit, comme Mario et Goku, d'observer ce vaste horizon depuis un petit nuage. Après avoir dégagé le Lakitu qui était dedans, bien sûr, hein, cela va de soi. Je les déteste, saloperie, va. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Comme je reviens tout juste de mes vacances, je commence doucement par une petite vidéo qui parle de quelques anecdotes sympathiques que j'avais en tête depuis quelques années et que je voulais raconter concernant ma passion pour les jeux Nintendo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.